Sur les risques de l'IA, en fait, en général, on en a cinq principaux. On considère toujours qu'on va regarder les choses de cinq façons différentes. Et l'objectif, c'est absolument pas de vous dire c'est bien, c'est mal, et puis de rentrer dans un débat, je dirais, de clocher tel qu'on le verrait un peu trop souvent à la radio, à la télé, mais plutôt d'essayer de poser la question de façon un peu plus subtile. Donc, j'aurai pas forcément des réponses, mais on va essayer de poser mieux la question. Et la première chose auquel on pense, c'est la disparition de l'emploi et le chômage. Et pour ça, eh bien, on va voir trois aspects de cette question-là, trois aspects différents qu'on va essayer de regarder. Le premier aspect, c'est est-ce que votre métier va changer? Alors, la réponse dans ce cas-là, elle est oui, très probablement, à part quelques métiers, mais enfin, les gens qu'on va en face de nous, les codir, etc., vont être impactés. Et ça veut dire quoi? Si on dit ça, ça veut dire que on a besoin de formation, parce que ça va vite, mais on a aussi besoin peut-être d'aider les personnes qui ont plus de mal à se former. La formabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que la question de formation, on dit voilà, on forme tout le monde, il y a des gens qui vont plus facile ou moins, et une des particularités de l'IA, c'est que c'est l'innovation qui s'insère de façon la plus rapide de l'histoire de l'humanité, puisque c'est la dernière, et que ça va très vite. Et donc, la question, plutôt que des réponses, là, je vais plutôt poser les questions, c'est comment on forme, mais comment aussi on ne laisse pas sur la touche les personnes qui ont plus de mal à se former à ça. Deuxième aspect, alors n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, là on peut aussi les traiter, hein. Mais le deuxième aspect justement de cette disparition de l'emploi, c'est bah oui, mais alors du coup, il y a des emplois qui vont disparaître aussi. Du coup, est-ce qu'il y aura moins d'emplois? Est-ce que tout le monde va être au chômage? Et alors là-dessus, il y a une théorie bien connue en économie qui s'appelle de Schumpeter, qui s'appelle la destruction créatrice, qui dit en gros, chaque fois qu'il y a une innovation, on a vu ça par exemple avec l'ère industrielle, avec l'arrivée de l'électricité, etc. En gros, il y a des emplois qui sont détruits et des emplois qui sont créés. Mm. Alors, premièrement, ça veut dire aussi, oui, mais c'est bien, hein, mais ça suffit pas, puisque en fait, ça veut dire que les compétences sont pas les mêmes, et donc, encore une fois, on repose la question de la formation et de la formabilité. Mais il y a un débat actuellement qui n'est pas tranché entre les économistes. Est-ce que, du coup, dans ce cas particulier de l'IA, eh bien, la destruction d'emplois pourrait être plus importante que la création d'emplois? Alors, là, je ne les ai pas mis ici, mais vous aurez un peu plus de réserve. Je remettrai la vidéo aussi. Dans ce cas-là, j'ai mis trois exemples, mais dans un des exemples comment c'est de Davos, il considère qu'il y aura 5% de chômage en plus. Il y a certains qui considèrent qu'il y aura 5% de chômage en moins, d'autres qu'il y aura 10% de chômage en moins, en plus. Donc, vous voyez, en fait, il y a un débat. En fait, ce débat, ça veut dire que même si c'est 5% quand même de chômeurs en plus, bah, ça fait du monde quand même, donc ça peut être à prendre en compte. Et si jamais ça devait être plus, parce qu'effectivement, il y a une incertitude, eh bien, ça pose d'autres questions comme le revenu minimum universel, parce qu'on est des êtres humains et est-ce qu'on va crever simplement parce qu'on n'a pas de boulot? Donc, en fait, il y a des vraies questions qui se posent derrière. Donc là, j'en suis plutôt à essayer de montrer les questions. Et la troisième aspect, c'est est-ce que les métiers vont changer? Oui. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres créer? Oui. Et quels sont les métiers qui vont disparaître? Et là, la réponse, elle est plus complexe qu'on l'imagine. Je vais prendre deux exemples. Une fois, lors d'une formation, avec les directeurs, alors je ne sais plus d'où c'était, ils avaient accueilli, sous leur bienveillance, une graphiste un petit peu inquiète qui était venue à la formation, donc qui avait participé avec, et qui disait, mais alors, est-ce que moi, graphiste, mon métier va disparaître? Et effectivement, on pourrait se poser la question, puisque si graphiste, c'est faire des jolis dessins, ce qu'on voit dans l'après-midi de la formation, c'est on fait des jolis dessins très rapidement. Donc, en fait, Mm. ça pose pas mal de questions. Et pour essayer de regarder ça en détail, je vais vous raconter une petite histoire qui est réelle. C'est un ami donc, qui est un spécialiste français du storytelling. Vous savez, le storytelling, c'est savoir raconter des histoires qui plaisent au cerveau. C'est important en marketing, en politique, en management, en plein de choses, etc. Et c'est un des meilleurs mondiaux et très probablement le meilleur français. Et donc, lui disait, ouais, bon, d'accord, c'est bien, mais ChatGPT, c'est bien, mais il ne sera jamais à mon niveau. Et poussé un petit peu par ses amis, quand même, il a testé. Et là, au stupeur, ChatGPT a commencé à faire des storytelling meilleurs que lui. Alors, premier stade, la panique. Est-ce que je suis au chômage? Est-ce qu'il faut que je me mette à la retraite? Enfin bref, c'est une catastrophe. Et puis, il a trouvé, il a pris finalement une autre solution.
que je trouve particulièrement intéressante et inspirante et que je voulais vous présenter là. Cette solution, c'est se dire, voilà, moi, je forme des gens aussi au storytelling, alors à un certain niveau, en plus, c'est quand même pas la base du storytelling, hein, donc c'est vraiment un bon niveau. Et puis ces personnes-là, ben, de temps en temps, elles y arrivent à peu près, pas complètement, un petit peu, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue de former les personnes, mais il forme en même temps ChatGPT dans ce cas-là pour faire des prompts en fait, donc pour arriver à faire des bons storytelling avec ses méthodes à lui en plus. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ben, il fait les deux, donc il forme l'IA. Un peu comme on l'a vu, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le prompt engineering niveau 4, on a utilisé des prompts faits par Princeton University qui étaient sur comment faire des choix stratégiques. Et donc, ils nous ont aidés à faire des très très bons prompts. En fait, on a utilisé leurs prompts pour faire ça. Et ben, de la même manière, lui a utilisé ses propres prompts parce qu'en fait, finalement, il a mis son expertise pas simplement dans la formation ou dans faire du storytelling, mais dans faire des prompts pour aider ChatGPT à faire des meilleurs storytelling. Et résultat, aujourd'hui, il vit très bien, mais au lieu de vendre des formations, il vend des formations plus des prompts, tout simplement. Donc ça, c'est assez éclairant. Et si je reviens à mon histoire de la graphiste, Ouais. bien, la graphiste, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi son expertise? Si son expertise, c'est de faire des jolis dessins, effectivement, je donne pas cher de sa peau. Mais peut-être que l'expertise d'un graphiste ou d'une graphiste, c'est peut-être d'arriver à bien lier le besoin de quelqu'un avec les images qui vont aller avec. Et ça, évidemment, c'est une expertise. Et ça veut dire que peut-être le métier de graphiste, qui pourra évoluer, est moins de faire des images que de faire des bons prompts pour une IA d'image, parce qu'en fait, elle va mettre son expertise là. Donc, ça veut dire que en fait, la question de quel métier va disparaître ou quel métier ne va pas disparaître, c'est une question complexe, mais qu'on pourrait résumer autrement en disant, c'est quoi le fond de l'expertise humain de la personne dans ce métier? Alors, c'est vrai que le poinçonneur des lilas, il a, il a disparu. C'est vrai que les sténodactylos, ben, ils ont disparu parce que leur expertise, finalement, c'était de pouvoir aller vite et maintenant, c'est faire autre chose, hein. Et donc, finalement, eh bien, par contre, pour les graphistes, c'est pas si évident que ça. Et donc, voilà, pour les différents métiers, peut-être qu'il va falloir essayer de se poser la question du domaine d'expertise réel. Alors ça, c'est sur la disparition d'emploi et chômage. Donc, vous voyez déjà, on a vu trois aspects et ces trois types de questions différentes plutôt que simplement c'est bien, c'est mal, hein. Là, l'idée, c'est pas de faire un jugement, mais plutôt d'essayer d'affiner la question pour essayer de mieux la penser. La deuxième chose, c'est les fake news. Alors, vous avez sûrement vu le pape en doudoune, Macron ramassant les poubelles, Trump arrêté. Celle-là, j'ai vraiment cru qu'elle était vraie. Bon, je ne sais pas si elle sera vraie un jour. Voilà. Alors, en fait, la question des fake news, c'est pareil, elle est très mal posée. Pourquoi? Parce que les fake news se sont développées énormément il y a 10 000 ans. 10 000 ans, pourquoi? Parce qu'avant, on avait des petits villages avec des chefs de village, et un village était maximum 150 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar, c'est le nombre de personnes avec lesquelles on peut avoir euh, des relations sur le long terme, en connaissant le contexte de chacun, etc. C'est 150. Même si vous avez des milliers d'amis sur Facebook, je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Et donc, je dirais que jusqu'à il y a 10 000 ans, avant l'arrivée des villes, eh bien, les humains vivaient avec un niveau de cognition qui était adapté à leur cerveau. Il est un tout petit peu plus puissant parce que je crois que les grands singes, c'est à 140 et quelques, mais voilà, c'est à peu près le même niveau. Et puis, bah, à un moment donné, on a fait des villes, il y a 10 000 ans. Et on est passé de 1000, 10 000, 100 000, même jusqu'à 1 million, même des milliards maintenant, 1 milliard pour certains pays. Et comment on fait ça? Eh ben, pour les villes, on a commencé à inventer un dieu de la ville. Alors, l'avantage, c'est que si vous êtes représentant de Dieu, c'est-à-dire que vous gérez la ville là-dedans, tout le monde connaît Dieu, donc tout le monde vous connaît. Et par contre, vous n'avez pas besoin de connaître tout le monde. Et ça a été le début, effectivement, de fake news, mais aussi le début de la guerre, puisqu'en fait, avant, il y avait des conflits. Les animaux, des fois, se battent, et puis après, ils vont s'épouiller, et tout va bien. Et bien, de la même manière, les humains, eh bien, avant, avaient des conflits. Maintenant, ils ont eu des guerres grâce à ça. Donc, jolie invention d'il y a 10 000 ans. Mais ça nous a permis aussi de vivre à beaucoup plus que 150 ensemble. Mais pour ça, eh bien, on a eu plein de fake news. Donc, en fait, le problème de la fake news n'est pas le problème de la fake news. Le problème de la fake news, c'est que, il y avait des endroits où on imaginait il y en aurait moins. Alors, à l'oral, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et puis, il y a 3300 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on a inventé l'écriture.
Et l'écriture, c'était pas facile à faire hein, quand même. Au départ, il fallait tailler, mettre des clous pour certains. Enfin bref, c'était compliqué. Et, euh, et donc finalement, eh bien, jusqu'au XXe siècle d'ailleurs, en fait, même faire un livre. Alors il y a des livres qui disaient d'à peu près n'importe quoi, mais on considérait qu'en général, parce que ça demandait beaucoup de travail, eh bien, il y avait moins d'erreurs, il y avait moins de fake news, il y avait moins de choses fausses dans quelque chose d'écrit que dans quelque chose d'oral. Alors ça, c'était vrai au XXe siècle et au XXIe siècle, si vous pensez encore que tout ce qui est écrit sur X Twitter et sur Facebook, c'est vrai, bah, vous avez un petit souci, évidemment. Donc, en fait, l'endroit où il y avait une sorte de réserve où on disait, où on croyait, parce que c'était même pas tout à fait vrai, mais où on croyait qu'il y avait moins de fake news, n'existe plus. Alors, il y a encore un autre endroit où on considère que les choses sont difficiles à changer et donc ça va aller bien, c'est l'image. Alors c'est vrai qu'au début du XXe siècle, lors de l'ère socialiste, enfin soviétique, eh bien, lorsque quelqu'un était passé en disgrâce, il y avait une autre personne qui passait une semaine à gommer la personne sur la photo, et puis c'était plutôt bien fait, etc. Mais c'était comme compliqué à faire. Donc, en gros, en général, eh bien, jusqu'à très très récemment, on considère que sur une image, il y a moins de fake news parce que ça a plus de chances d'être vrai. Et c'est plus vrai du tout aussi. Cette deuxième chose tombe, puisque en fait, les images que vous avez là, le pape, Macron, etc., c'est quelques secondes des fois pour les faire. Et donc, en fait, ça devient très facile. Donc, la question de la fake news, c'est pas est-ce qu'il va y avoir des fake news. Il y en a depuis 10 000 ans, mais c'est les endroits où on pensait qu'il y en avait moins ont disparu. Ce qui veut dire qu'en fait, la vraie question derrière les fake news, c'est une compétence qu'il faut avoir. Et cette compétence, c'est la qualification de l'information. C'est la compétence la plus importante qu'on puisse imaginer. Alors, on appelle ça l'esprit critique. Hein, donc, un petit exemple. Déjà, il se trouve que dans les programmes de primaire en France, on a la chance d'avoir une partie d'esprit critique. Donc, pour les jeunes. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que nous, on n'est pas été formés pour ça. Et donc en plus, quand on voit les débats sur les réseaux sociaux où c'est bien, c'est mal, et puis vraiment de façon juste avec des arguments d'autorité, c'est un peu dommage. Et là, je vais vous raconter une petite histoire que je trouvais particulièrement éclairante. C'est que donc, il y a un nouveau programme. Alors, il y a des aides pour ces programmes-là, mais il y avait une institutrice qui avait un petit peu du mal à gérer, à faire ça. Et elle avait une amie qui connaissait très bien. Alors elle l'a invitée dans sa classe de CM2 et elle lui a donné ses gamins 1 heure par semaine pendant un an. Et il y a un gars qui est un spécialiste de l'esprit critique, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle, tiens, c'est comment, ça y est, j'ai oublié, je vous retrouverai le nom. Euh, pensez, ah bon, c'est pas grave, ça va me revenir, qui l'a suivi et qui a suivi ça pendant un an. Alors au début, les gamins, ils ont commencé par découper des masques de super-héros parce qu'ils allaient découvrir la réalité. Donc super, comme ça on pouvait les filmer. Donc ils ont été filmés pendant un an. Et à la fin de l'année, on leur présentait une information avec un texte et une image. Et les gamins, hop, ils allaient sur le clavier. Et puis ils disaient, alors, dans l'information, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est faux. Et après, ils prenaient l'image et ils disaient, bah ouais, bah, elle vient du Guatemala il y a 3 mois, il y a 3 ans, et finalement, elle est totalement fausse. Elle est pas du tout, c'est pas du tout celle qu'on dit, etc. Et donc, le spécialiste, là, disait que si les adultes étaient capables de faire 10% de ce que les gamins de CM2 ont appris en un an, eh bien, le monde change. Et donc, en fait, la mission qu'on peut se donner à tous, et peut-être à la fois aux directeurs, mais aussi aux salariés, c'est de se former à l'esprit critique de manière à pouvoir justement avoir un meilleur choix. Et donc, oui, il y a des fake news, oui, c'est pas nouveau. Non, il n'y a plus d'endroits où on croit encore, à tort ou à raison, que les fake news n'existent pas. Et par contre, eh bien, on va pouvoir euh, comment, on va pouvoir effectivement apprendre à la pensée critique, comment on raisonne pour arriver à faire les bonnes choses là-dessus. Au passage, j'ai rajouté un bonus dans la formation à distance que j'ai pas encore tourné, qui va être sur justement la pensée critique avec 4-5 chapitres, juste sur apprendre à qualifier une image, à comprendre comment on raisonne, etc. Alors, maintenant, ça c'est bien, mais il peut y avoir des aspects de malveillance aussi. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, alors je vous présente FraudGPT, WormGPT, c'est des systèmes où
Ils n'ont pas appris avec les mêmes valeurs que ChatGPT, hein. On a vu que ChatGPT, bah voilà, il a appris à pas être raciste, sexiste, etc. Mais si vous voulez faire une bombe, eh bien, FrogGPT, WormGPT sont sur le Darknet. Et si vous voulez savoir comment on va sur le Darknet, je vous le dirai pas de toute manière, comme ça c'est fait. Mais en tout cas, voilà. Donc, on peut avoir des IA qui peuvent nous apprendre à faire différentes choses. Alors, ça peut poser problème par rapport au crime organisé qui va avoir des puissances là-dessus. Ou pourquoi pas, est-ce qu'on va être capable de faire des armes bactériologiques, par exemple, et on va avoir du gaz sarin dans les différents métros. Bref, on pourrait imaginer une situation extrêmement difficile là-dessus. Alors, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, faire une bombe nucléaire, c'est très compliqué parce que seuls quelques pays y arrivent et aucun groupement terroriste n'y arrive. Mais une arme bactériologique, c'est plus facile et avec l'aide d'une IA un peu malveillante, ça pourrait poser des questions. Alors, en fait, c'est évidemment une question très très profonde sur laquelle nous, on n'a pas forcément un impact très important, mais les États, les gouvernements ont commencé à travailler dessus. Alors déjà, il y a eu le Global Safety Summit, donc le sommet global de sécurité. Alors à Bechley, je ne sais pas si vous savez où est Bechley, mais c'est à 20 kilomètres au En nord de Londres. Angleterre. Voilà, et c'est un endroit, donc Jérôme, tu sais pourquoi c'est important, Bechley? Bah, c'est là où en fait ils se sont réunis pour, enfin, les grands pays, pardon, se sont réunis pour se dire qu'il fallait faire quelque chose pour un peu essayer de réglementer l'IA, c'est ça? Ouais, mais pourquoi ils ont choisi Bechley? Ah, Bletchley, ça a un lien, non, je sais plus. Je l'ai su, Alors, en mais fait, en 1945, dans un oui, château à c'est ça. Bechley, Alan Turing avec ses petits copains ont cassé Ah ouais. le code Enigma, qui était le code des nazis. Ah ouais. Et grâce à ça, aujourd'hui, eh bien, on a pu gagner la guerre. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on n'est pas dans le Cinquième Reich, qu'on est plutôt en démocratie, même si la démocratie n'est pas parfaite, c'est quand même mieux que le Cinquième Reich. Et donc, je suis plutôt content de ça. Et donc, c'est évidemment un endroit très symbolique pour faire cette première réunion. Et la prochaine, elle a lieu en novembre 2024 à Paris. Donc, je rajouterai les informations au fur et à mesure. Il y en a eu une intermédiaire organisée par la Corée à distance, hein. Et donc, en fait, il y a vraiment, il y a- pour travailler là-dessus, donc il y a des chefs d'État, des responsables, etc. Il y a eu aussi l'AI Act européen, donc la première loi dans le monde qui permet de classifier les différentes IA. Alors, il y a des IA qui sont carrément interdites. Donc, du coup, là, ça va permettre de les poursuivre. Je parle évidemment FrontGPT, WormGPT et d'autres. Il y a des IA à haut risque. C'est une IA, par exemple, qui va être servir pour le réseau électrique. Bah, si on la pirate ou si elle n'est pas bien ou si elle a des erreurs, ça peut poser problème. Donc là, c'est des IA à haut risque. Les IA comme ChatGPT sont considérées à risque limité. Donc ça veut dire que même il y a des risques. Et pour ça, eh bien, elles ont une obligation, elles vont avoir une obligation de transparence. Alors la loi est passée, je crois, enfin, a été votée complètement donc cet été. Et ils ont, je crois, un an ou un an et demi, je vous redonnerai les chiffres au fur et à mesure précisément, mais pour arriver à donner toutes les données d'apprentissage, d'apprentissage en particulier d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, on l'a vu d'ailleurs au tout début de la session, l'IA ne doit pas être raciste, sexiste, etc. Mais est-ce qu'elle est pro-américaine? Est-ce qu'elle est pro-OpenAI, etc. Et ben, voilà, tout ça, ça doit être totalement transparent. Et puis les IA à faible risque, c'est les petites IA où là, bon, on s'en fiche, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a une classification des IA et les IA de type ChatGPT et de la puissance à peu près de ChatGPT, eh bien, sont des IA à risque limité qui doivent faire une obligation de transparence. Et puis, il y a les projets de loi californiens. Alors, il y en a un qui est passé cet été, je crois que c'est le premier, là, donc sur l'obligation de faire des tests avant la mise sur le marché. Et puis, des aspects aussi, une loi pour éviter la discrimination algorithmique, hein, donc homme-femme, noir-blanc, etc. Par exemple, sachant que quand on regarde, par exemple, les entrées en université, eh ben, il y a un biais. Et donc, si les IA se basent là-dessus, ben, il ne faut pas qu'elles aient de biais. Et alors, on pourrait se dire, ouais, c'est bien tout ça, mais le problème, c'est que les gouvernements, ils n'ont pas été toujours très très bons pour résoudre les problèmes. Alors, si je prends le réchauffement climatique, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des progrès à faire. Alors, pas complètement, hein. Il y a un cas de figure où les gouvernements ont réussi à se mettre d'accord. C'était la couche d'ozone. Et ça a été plutôt une très belle réussite, puisque aujourd'hui, elle est pratiquement refermée. Mais par contre, sur le reste du réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est pas terrible. Alors pourquoi on pourrait être un petit peu plus confiant sur l'IA que sur le réchauffement climatique? C'est que les délais ne sont pas les mêmes. Probablement à tort, la plupart des gouvernants de ce monde pensent que le problème du réchauffement climatique, c'est pour dans 10 ans. Et donc, ça sera la patate chaude pour les suivantes. Et on s'en fout, en gros. On a d'autres choses à traiter. Et donc, en fait, le réchauffement climatique n'est pas urgent. Sur l'IA,
c'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite, hein. C'est là que les problèmes de malveillance, etc., eh bien, sont vraiment des problèmes qui peuvent arriver immédiatement. Et donc, oui, on a un vrai problème, c'est que bah, c'est en ce moment. Et donc, avant la fin du mandat de beaucoup de dirigeants. Et donc là, je peux vous dire que, contrairement au réchauffement climatique, on a le sentiment que là, les gouvernants se bougent. Donc, c'est au moins la bonne nouvelle par rapport à ça, parce que c'est une vraie question, effectivement, qui se pose. Et puis, la quatrième chose, c'est les armes autonomes. Alors, ça ne vous a pas échappé avec la guerre en Ukraine, là, il y a plein de drones partout, etc. Et puis, bah, ces armes autonomes, est-ce que c'est comment qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, bonne nouvelle, c'est totalement interdit. Mauvaise nouvelle, comment ça s'appelle les mines antipersonnelles sont totalement interdites et il y en a partout. Donc, en fait, c'est pas parce que c'est interdit que ça va marcher, etc. Le semi-bonne nouvelle, pour l'instant, il y a pas mal de fois où ces armes autonomes tirent contre leur camp, ce qui me fait beaucoup rire, mais ce qui fait qu'elles sont pas très très fiables pour l'instant et donc elles sont pas beaucoup disséminées, mais ça risque de changer. Donc en fait, il y a des vraies questions aussi également sur les armes autonomes, parce que si on dit à une IA, bah tiens, maintenant tu as le droit de tirer. Alors, déjà, avant, quand on avait un drone, par exemple en Afghanistan, il y avait un gars à Washington, il avait des petites manettes, poum poum, il tirait, et puis après, il rentrait chez lui pour manger. Et c'est un peu comme dans un jeu vidéo, plus on est distant, plus c'est facile. Si je prends, par exemple, la première bombe nucléaire, alors le gars qui était dans l'avion donc de la première bombe nucléaire, eh bien, lui, il est devenu fou. Mais le général qui lui a donné l'ordre, il n'est pas devenu fou, parce que c'est un peu plus loin. Le président qui a donné l'ordre au général, il n'est pas devenu fou. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on est éloigné, ben, plus c'est facile, effectivement, de tuer sans sentir la responsabilité. Et sur les armes autonomes, évidemment, c'est une vraie question, parce que, effectivement, dans ce cas-là, on est même carrément distant, on donne des règles et puis après, on va se coucher et l'arme, elle continue toute seule. Donc, c'est effectivement des vraies questions. Et la dernière question importante, alors oui, au passage, simplement, même involontairement, euh, je vais prendre, voilà, je vais déplacer ça. Même involontairement, on peut faire du mal, hein. Alors, euh, deux exemples. En mars 2023, eh bien, il y avait un Belge qui avait utilisé une IA un peu pas spéciale, ELISA, qui est une très vieille IA, en fait, très très simple. Moi, j'en ai fait une version très très simplifiée en 1982, pour vous dire, en basique, sur un ordinateur de 4 kilos de octets de mémoire. Donc, et un magnétophone comme mémoire centrale. Et en fait, c'est une IA qui est une IA psychologue, ou plus exactement psychiatre. Et le problème, c'est que ce gars-là, il était un petit peu fragile. Et si vous avez un ami qui est un peu fragile, plutôt que d'essayer de lui donner des conseils que vous ne savez pas faire, vous allez plutôt l'orienter vers un professionnel. Et là, bah, malheureusement, lui, il a discuté beaucoup trop et il a fini par se suicider. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, sur ChatGPT, c'est difficile parce qu'il y a d'apprentissage par renforcement. Et ChatGPT, si vous posez des tas de questions sur votre mal-être, il vous donnera l'adresse du psychiatre le plus proche à vous conseiller de manière à pouvoir vous aider. Mais pareil, pour les robots, alors on commence à avoir des robots, des voitures autonomes, des robots qui devraient arriver en 2025 en très grand nombre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a déjà eu des accidents avec les voitures autonomes, mais imaginez une voiture autonome qui tue quelqu'un sans faire exprès. Alors moi, déjà, j'aime pas tellement être tué par un humain dans une voiture, mais je sais que ça peut arriver. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer le jour où c'est une IA dans une voiture qui tue un humain? Par erreur, hein, ça peut arriver, hein. Probablement c'est plus fiable que les humains, mais même s'il y a 10 fois moins de chances qu'on tue quelqu'un, un jour, ça peut arriver. Et quelle est l'acceptabilité sociale au-delà? Alors, je ne parle même pas de l'aspect juridique, là, qui est une vraie difficulté, mais euh, attendez, hop, juste voilà. Et, donc, au-delà de l'aspect juridique, bon, qui est vraiment insoluble, l'acceptabilité sociale pose un vrai problème. De la même manière, imaginez une vieille dame, en 2025, on commence à avoir des robots qui peuvent s'occuper de la vieille dame, l'aider à rester à la maison, super. Ils vont lui raconter, lui chanter les chansons de son enfance, super. Si la vieille dame va pas bien, le robot appelle le médecin, super. Il lui fait la cuisine, il lui fait la popote, très bien. Et puis un jour, sans faire exprès, il la bouscule un peu et la vieille dame tombe en plus sur le coin d'une marche et elle est morte.
Alors, ça aurait pu arriver avec un soignant, hein, un aidant, bien sûr, mais quelle est l'acceptabilité sociale, effectivement, de ce genre de choses-là? Et là, effectivement, ça pose une vraie question. Donc voilà. Ça veut dire que même involontairement, eh bien, on peut avoir des difficultés. Et effectivement, là, ça pose des questions vraiment d'acceptabilité, de dire, voilà, maintenant, ça peut m'arriver de mourir par l'erreur d'un humain, mais demain, je peux mourir par l'erreur de quelque chose qui n'est pas humain en plus. Et donc, ça pose des questions très profondes. Et puis en général, on considère que la cinquième et dernière chose, eh bien, c'est le risque existentiel. Comment je fais par rapport à une IA qui est plus intelligente que moi? Comment je pose des questions? Alors, Mais c'est vrai que cette partie-là que je vous ai faite, justement, je vous l'ai faite là parce que je ne la fais pas pour la formation à distance qui joue sur les salariés. ouais. Alors, il y a une partie quand même, parce que toi, comme on disait avec Jérôme, là, la partie sur le travail, si on ne la traite pas, donc là, je vais les retraiter un peu plus Ah en non, mais bien détail sûr. d'ailleurs, mais par contre, toute la partie super intelligence, malveillance, etc., sur lequel, en fait, d'une certaine manière, les salariés et même les directeurs n'ont pas un poids là-dessus, Non, bien c'est sûr. important pour les directeurs et c'est surtout important de zapper ça pour la formation à distance. Donc là, vous ne la trouverez pas dans la formation à distance. La D'accord. Ouais. formation à distance, j'ai mis principalement euh, la partie travail parce que c'est une question qui ressort tout le temps. La partie fake news parce que je pense qu'il est important de sensibiliser à l'importance de la pensée critique. Et puis le reste, j'ai dit, bah voilà, les États la partie où je dis, bah, les États s'en débrouillent un petit peu mieux parce que ils font ça mieux que le réchauffement climatique. Voilà, c'est tout ce que je dis pratiquement, mais je ne rentre pas du tout dans les détails parce que là, c'est une partie vraiment que pour. Là, on est vraiment sur les codir. Sur les managers, c'est quand même pas trop mal passé aussi, cette formation, elle a été vraiment pensée pour les codir, hein. Donc, évidemment, cette partie-là, je la ferai jamais pour le tout venant, quoi, parce que là, Mhm. c'est vraiment trop anxiogène, quoi. Ouais. Voilà, Et, voilà. Jean-Michel, tu as parlé, enfin, t'as parlé des risques, euh, et c'est des risques qui sont, on va dire, un petit peu macro, quoi, en fait, qui Ouais, concernent un ouais. peu la planète, tout ça. Quels peuvent être les risques de l'utilisation de l'IA dans un organisme de sécurité sociale? Et bah, Tu vois? justement, tiens, attends, je vais revenir dans le. Hop, voilà. C'est les deux premiers. Et c'est pour ça que je les ai détaillés. C'est-à-dire qu'il y a, il y D'accord. a- il y a- il y a un risque de faire de faire comme les étudiants. Je fais mon truc, je publie directement, j'envoie le mail directement à un usager sans le relire, etc. Donc, tu vois, Mhm. la disparition de l'emploi. Et donc, pour ça que j'insiste beaucoup sur le place. Et puis, sur les fake news, parce qu'il y en aura de plus en plus, et donc de D'accord. croire ce que je Ok. vois. Ok. Mais dans l'exemple que tu prends, dans la relation à l'assuré, ou etc., Hmm. il y a aussi peut-être un risque, tu vois, qu'on retrouve aussi dans ce que peuvent être les démarches de qualité, tu vois. Il peut y avoir un risque de donner la mauvaise information, Hmm. de désorienter la personne, etc. Et tout ça, comment c'est pris en compte? Est-ce qu'à un moment donné, la responsabilité, enfin, j'imagine que la responsabilité est celle de la caisse qui l'a utilisé, tu vois? Oui, C'est oui, pas la absolument. responsabilité de l'IA, quoi. Ouais. Parce que Alors, du coup, c'est pas une personne, tu vois. voilà, voilà. En fait, c'est pas l'IA qui va être responsable, hein. C'est pour Mhm. ça que je mets l'humain avant, pendant et après et que j'insiste énormément là-dessus, parce que Ouais. voilà. Ce petit schéma-là, c'est peut-être d'ailleurs, je me suis dit à un moment donné, je devrais le mettre à toutes les pages, quoi. C'est-à-dire que je devrais l'avoir en logo Mhm. pour qu'il rentre vraiment dedans, parce que c'est vraiment peut-être le message le plus profond. C'est oui, il faut que vous vérifiez vos sources, etc. Donc apprenez la pensée critique, mais vous êtes avant, pendant et après, et c'est votre responsabilité. Et donc, alors du coup, ça passe assez bien quand je demande aux gens s'ils ont des ados à la maison. Mhm. Et les ados, ils ont tendance évidemment à faire exactement ce qu'il ne faut pas. Ouais. Et donc, du coup, quand je leur donne ça, ils se disent, ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir expliquer. Au départ, ils disent, bah, mais j'y comprends rien à ce que racontent mes ados. Moi, je leur dis, bah, à la fin de la journée, vous allez pouvoir leur expliquer des trucs qu'ils n'ont pas vus. Et des fois, je rentre un peu dans les détails sur la méthode Feynman. Je pense que je vais mettre une petite vidéo quand même sur la. Tiens, je rajoute vidéo sur Feynman. Ouais. Bon, même si je vous en ai parlé un petit peu, mais là-dedans, à la fin du document pour les personnes, donc du document que vous pourrez distribuer, hein, le lien, Ouais. Mhm. eh bien, j'ai mis un prompt assez complexe et assez complet sur justement la méthode Feynman. Alors, c'est bien parce que c'est un bon exemple de trucs un peu plus compliqués. Et attends, hop, non, c'est pas celui-là. Attends, je vais prendre, voilà, c'est le support pour les participants. Voilà, c'est celui-là. Et
Euh, voilà. Et là, j'ai fait carrément un prompt assez complexe pour reprendre. Bah, en gros, c'est presque celui que j'ai utilisé pour la formation à distance. Et donc, du coup, quand vraiment il y a des questions là-dessus sur comment on peut l'utiliser, je fais l'opposition entre les étudiants qui ont fait faire leurs devoirs par ChatGPT. Et c'est stupide, mais on peut montrer qu'après, ils savent même pas passer l'examen et au boulot, ils vont être incompétents. Et cette approche-là où on voit bien que l'IA peut nous aider à nous améliorer. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'insister sur l'IA peut vous aider à vous améliorer. Par contre, vous devez garder la maîtrise avant, pendant, après, quoi. Voilà, Ouais, c'est d'accord. peut-être les deux grands messages qu'il y a. C'est l'IA n'est pas là pour vous remplacer. Enfin, elle peut, hein, elle Mm. peut. Si vous voulez le faire, bah, tant pis pour vous. Mais l'autre solution, et j'ai fait ça parce qu'il y a des gens qui considèrent que si jamais je disais l'IA est là pour vous améliorer, simplement, point, ils diraient, mais non, l'IA peut nous remplacer. Et c'est vrai, l'IA peut vous remplacer si vous l'utilisez mal. Et l'IA peut vous aider à vous améliorer si vous l'utilisez bien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer ce message-là et le message avant, pendant, après, quoi. Je pense que c'est les deux messages les plus importants en fait de la formation. En fait. Mm. Les deux choses que vous pouvez marteler à n'importe quel moment en fait. Hein. C'est vraiment les deux aspects les plus importants. Du coup, l'aspect conversationnel devient indispensable. Enfin, tous ces aspects-là, quoi.